Bonjour Modeste Schwartz. Bonjour Martial Bild. Ancien élève de l'école normale supérieure et linguiste, Modeste Schwartz, vous publiez Le magicien de Davos, vérité et mensonge de la grande réinitialisation. Le magicien de Davos, c'est le fondateur du Forum de Davos, Klaus Schwab. Et pour nos téléspectateurs les moins attentifs, pouvez-vous nous rappeler l'importance de ce Forum économique mondial de Davos et le rôle de Klaus Schwab, ingénieur, économiste allemand, aujourd'hui âgé de 81 ans. Oui, alors le forum de Davos, c'est-à-dire en fait la grande réunion annuelle des membres, puisque c'est une sorte de club où les gens cotisent, évidemment pas très bon marché. Donc ces réunions annuelles se tiennent à Davos et ce sont les réunions annuelles qu'organise une ONG nommée le Forum économique mondial, fondé et présidé donc par cet ingénieur et docteur en management allemand, quoique résident en Suisse, qui est Klaus Schwab. Alors ce n'est pas le seul forum, disons, qui se fixe pour but et dont fondamentalement la part de marché, l'activité est d'offrir un club, une plateforme de rassemblement à l'oligarchie occidentale. On en connaît d'autres. Le club Bilderberg, en France, le Siècle, c'est un peu plus local. Et donc Davos, c'est l'un de ces clubs qui, bon, visiblement, a pris à l'approche donc de cette crise de l'année 2020 et surtout en 2020 une importance, disons, proéminente par rapport au reste de ces plateformes. Alors, on sait que Klaus Schwab écrit beaucoup. Il a écrit notamment un ouvrage intitulé La quatrième révolution industrielle. Il se fait partisan du transhumanisme. Et puis en 2020, il lance son projet de planification économique nommé la grande réinitialisation. Il écrit cet ouvrage avec M. Malray. Ils promeuvent ensemble une vision à la fois, on va dire, internationaliste, libérale, réformatrice. Est-ce qu'on peut dire que c'est la promotion de ce que l'on appelle par ailleurs le nouvel ordre mondial ? Oui, ça l'est, et d'ailleurs ça fait même explicitement partie de leur marketing, ils ne s'en cachent pas. Simplement, une des choses dont on se rend compte en le lisant, et que je souligne dans mon ouvrage, parce que je pense que ça a une importance, c'est qu'on a tort de s'imaginer, d'une part, ce nouvel ordre mondial comme une perspective future. En réalité, si vous voulez, le copinage oligarchique de Davos l'a déjà instancié, l'a déjà créé. Nous sommes dans le nouvel ordre mondial et pas d'hier, et pas depuis 10 ans, et même pas depuis 20 ans. Et d'autre part, il y a une tendance souvent chez, disons, les gens moins bien informés des structures actuelles, qu'on appelle souvent conspirationnistes. Donc il y a une naïveté qui porte à s'imaginer qu'à un certain moment, ces gens-là vont vraiment, si vous voulez, tous se réunir, je ne sais pas, peut-être en Suisse, et puis proclamer, vous voyez, officialiser, voilà, ça c'est le gouvernement mondial. Alors dans le gouvernement mondial, un tel sera ministre de l'Intérieur, un tel, non. Tout ça, ce sont des fantaisies qui seraient, comment dire, ridicules si elles n'étaient pas un peu dommageables, dans la mesure où, à force de s'imaginer les choses comme ça, ben, on finit par ne pas comprendre ce qui nous arrive, c'est-à-dire par ne pas comprendre qu'en réalité, le nouvel ordre mondial, on baigne déjà en plein dedans. Ça n'est pas du tout un projet d'avenir, et ils n'ont pas du tout besoin, et je pense que Klaus Schwab serait d'ailleurs vraiment le dernier à inciter ces gens-là, à inciter son club à officialiser ce genre de choses. Donc il est tout à fait hors de question, même dans un cadre de type Union européenne, etc. Et en lisant la grande réinitialisation, on le comprend très bien. Cet état de choses actuel, où toute la responsabilité va à des gouvernements qui sont des gouvernements fantoches, parce que finalement ce sont eux qui décident, notamment à travers leur contrôle des grands médias. Donc, si vous voulez, eux ont tout le pouvoir et leur fantoche des diverses capitales nationales toute la responsabilité, comme on le voit très bien en ce moment, hein, dans cette crise qu'ils ont en grande partie contribué à organiser, et dont la responsabilité, maintenant que les gens commencent à s'énerver,
va systématiquement se retrouver sur les épaules des Macron, des Merkel, des Sanchez, etc., qui finalement sont, si vous voulez, un échelon hiérarchique en dessous de cette élite de Davos. Donc ça leur va très bien, tout le pouvoir et aucune responsabilité, c'est parfait. Alors, dans cet ouvrage, La Grande Réinitialisation, le Great Reset, Schwab et Mal Ray publient ça en 2020, à l'automne. Ça passe quasiment inaperçu et c'est aujourd'hui que ça fait grand bruit. Et vous dites, effectivement, parce que dans ce livre, il jette le masque, c'est votre expression. Alors, qu'est-ce qu'il nous prépare, Schwab ? Oui, c'est même un peu plus précoce que ça. Hein. Ils l'ont publié à l'été 2020. C'est un des détails qu'on ne devrait jamais oublier parce que, si vous voulez, quand on lit le texte Schwab, on y trouve notamment des passages que lui-même considère présente comme prédictif. Et alors simplement, c'est très étonnant parce que on en retire tout de suite l'impression que cet homme-là a une boule de cristal, si vous voulez, puisqu'il nous explique par le menu à l'été 2020 tout ce qui va nous arriver à l'automne 2020, à l'hiver 2020-2021, au printemps 2021. Et tout se réalise. Et ce, alors même que, si vous voulez, les gens qui ont un peu l'habitude de la littérature dite de prospective, comme mon collègue Éric Verreck, qui a publié un autre ouvrage sur ce même thème chez le même éditeur Culture et Racines, sont bien placés pour se rendre compte immédiatement que le texte de Schwab ne relève pas de ce genre-là. Si vous voulez, il y a très peu de scénarios alternatifs. Il ne prend pas la peine, si vous voulez, de beaucoup démultiplier, vous voyez, ce qu'on fait normalement en prospective, puisqu'en principe, à part, si vous voulez, la prospective, c'est pas un métier pour prophète, en principe. On pèse des probabilités et puis on construit des scénarios, mais toujours plusieurs. Alors, lui, il n'y en a pratiquement qu'un et, vous voyez, comme par miracle, il se réalise pratiquement à la lettre. Alors, c'est un peu, ça devrait un peu mettre la puce à l'oreille. Effectivement, j'ai entendu dire plusieurs fois, on m'a souvent posé la question, oui, mais pourquoi est-ce qu'on a fait si peu de battage? Alors, je m'inscrirai un peu en faux. Je ne dirais pas que la parution du texte de Schwab et de son co-auteur Mal Ray, hein, n'oublions pas qu'il a eu un co-auteur, même s'il est un peu falot. Bon, c'est un peu à l'image de l'Union européenne. Hein, le patron est un Allemand, mais il y a un Français à côté, vous voyez, qui rajoute son nom, qui apporte une note de couleur, hein, disons. Bon. Voilà. On ne peut pas dire qu'ils l'ont caché. Ils l'ont au contraire. C'est pour ça que je le compare à un endroit de mon commentaire avec des ouvrages comme le manifeste du Parti communiste, Mein Kampf, le petit livre rouge. C'est un tract, c'est un prospectus. Il est arrivé en ligne, et notamment par les sites du Forum économique mondial, pratiquement dès sa publication. Donc, ils n'ont pas du tout essayé, si vous voulez, de vendre du papier, d'amener les gens à se procurer à tout prix la version papier, etc. Ça a très vite été traduit en français. J'ai vu récemment qu'il y avait maintenant aussi une version allemande, donc je pense que dans quelques mois, le texte sera disponible dans la plupart des langues de grande circulation, s'il ne l'est déjà. Donc c'est vraiment quelque chose qu'ils ont voulu diffuser. Alors pour autant, c'est vrai que vous n'en avez pas entendu parler, si vous voulez, au journal de 20 heures, enfin dans la mesure où ce genre de choses existe encore. Mais ça cadre assez bien avec la vision que moi j'ai de la stratégie de communication qui est à la base de ce texte. C'est-à-dire que contrairement à ce que certains ont pu croire, il y a eu des réactions, on va dire, un peu précoces, peut-être un peu prématurées, comme celle de Philippe Murer. Ils ont été plusieurs à considérer que c'était de la littérature de Davos au sens de la littérature des insiders. Je pense pas. Pour atteindre les insiders, les décideurs de Davos, l'oligarchie, il y a des newsletters, il y a sûrement encore des formes plus confidentielles de communication de groupe, mais ce serait probablement, si vous voulez, contre-productif de mettre ce genre de texte sur Internet en accès libre sous forme d'e-book. Bon. Donc non, c'est pas Schwab et Mal Ray n'écrivent pas pour le rang 1, pour le premier cercle de Davos. Ils ne s'adressent pas non plus aux masses, dont on considère de toute façon maintenant dans les milieux oligarchiques que ce sont descendants des gilets jaunes, etc., des analphabètes. Donc à quoi bon s'adresser à eux? Eux, ils sont censés être les objets de l'histoire, pas son sujet. Ça s'adresse à ce que j'appelle le middle management du mondialisme, c'est-à-dire cette couche de hauts fonctionnaires, universitaires,
journalistes, c'est-à-dire des gens qui fondamentalement ont déjà un a priori positif, ont déjà une sorte de complicité avec le projet davosien, et à qui il est urgent d'expliquer à quel point tout ce qui se passe, en dépit des apparences un peu inquiétantes, est fondamentalement positif, parce que ça va nous mener, et là je reprends un leitmotiv de Schwab, vous trouvez ça, j'ai pas fait le calcul, pourtant ça serait facile sous Word, mais ça, des dizaines de fois dans le livre, ça va nous mener, dit-il, à un avenir plus vert et plus inclusif. Voilà. Et alors, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Ce public-là est conquis, c'est bon, c'est le camp du bien, c'est l'empire du bien, donc il n'y a qu'à suivre les instructions. Modeste Schwartz, vous dites par exemple qu'il s'agit plus d'une planification que d'un plan, vous l'avez dit, mais quand je lis dans l'ouvrage quelques phrases, on est quand même un tout petit peu surpris de cela. Par exemple, il dit, Schwab dit, ou Schwab et Malray disent, les sociétés pourraient être sur le point de devenir plus égalitaires ou plus autoritaires. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas une grande planification. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas tranché là. Oui, parce que, comme je vous le disais avant, pour moi, ce texte, c'est avant tout du marketing. Remarquez, un peu comme le manifeste du Parti communiste, aucun de ces grands textes programmatiques de l'histoire, si vous voulez, des partis de masse et des totalitarismes, parce que c'est le manifeste d'un totalitarisme, aucun de ces grands textes n'a vraiment décrit exactement le futur et les intentions, même si de ce point de vue, on va dire que Mein Kampf était peut-être un peu plus honnête que les autres. Bon, donc non, il ne faut pas s'étonner évidemment du vague, parce qu'effectivement tout ça est extrêmement vague. Sous des dehors scientifiques, c'est-à-dire que c'est un texte qui se fait passer pour de la futurologie, mais qui n'en est pas. Les notes, la plupart des notes de bas de page ne renvoient pas à des véritables études scientifiques, mais à des éditoriaux de presse de grand chemin, de type New York Times, etc. C'est-à-dire des gens justement que Davos influence. Donc c'est le principe de la chambre des échos, l'écho chamber. C'est-à-dire j'envoie un message et puis il me revient au bout d'un moment, et puis alors à ce moment-là déjà je peux citer, vous voyez, je suis objectif, j'ai une référence. Que j'ai moi-même fabriqué en réalité. Bon. Et surtout, ce qui est très très gênant, c'est qu'il y a pratiquement rien de quantifié. Donc, si vous voulez, n'importe quel économiste, ingénieur, tombant là-dessus, se rend tout de suite compte. Non, ça n'a rien de scientifique. Il fait rêver. Alors, faire rêver, il dit, par exemple, c'est le reproche qu'on lui fait plus généralement dans les milieux qui suivent son activité, c'est la phrase où il dit « La pandémie du Covid-19 représente une fenêtre d'opportunité ». Une fenêtre d'opportunité, il rajoute « rare mais étroite pour réimaginer le monde ». Il n'est pas question de sortir du régime démocratique dans cette phrase-là. Si, et ça aussi, c'est un peu avoué à mi-mot dans le texte. C'est un autre passage qui a été beaucoup commenté, parce que c'est vrai que là, le masque tombe un peu. Quand il évoque donc ce fameux trilemme de Roderick, je crois, d'un théoricien qui expliquait récemment que vous avez trois pôles, vous avez trois éléments qui sont la mondialisation, l'État-nation et la démocratie. Et visiblement, on peut en conserver que 2 sur les 3. Donc, soit on renonce à la mondialisation, et dans ce cas, on pourra continuer à avoir des États-nations qui fonctionnent sur un mode démocratique, soit on renonce à la démocratie, et là, on pourra conserver des États-nations dans le cadre de la globalisation. À mon avis, c'est très clairement le choix de Schwab. C'est l'option de Davos. Il l'avoue à demi-mot. Si vous voulez, il y a des passages très cohérents que moi, je reprends dans un chapitre que j'appelle la géopolitique de Davos, et où on se rend bien compte que non, il n'y a pas de projet d'officialisation du gouvernement mondial, surtout pas. Ce type d'influence de soft power leur va beaucoup mieux, parce que ça permet d'échapper aux responsabilités. Il y a plutôt ce que non pas co-auteur, mais mon collègue publié aux mêmes éditions, Éric Verreg, a nommé un national-régionalisme, un régiono-communisme, je crois. Enfin, voilà. Donc, c'est pas du socialisme national, c'est du socialisme régional. Alors, en comprenant bien que ce qu'il appelle région, ce sont des blocs régionaux. Donc, l'Union européenne pourrait en fournir
un exemple. Bon, là aussi, on est un peu dans le fantasme, parce qu'en réalité, on se rend bien compte, surtout maintenant avec un an de distance, que les directives de Davos, elles sont suivies, si vous voulez, dans l'Union européenne, et encore, il y a quelques mauvais élèves, hein, il y a la Suède, bon. Et maintenant dans le Bidenistan, dans les États démocrates, en tout cas, des États-Unis, et qu'ailleurs dans le monde, en réalité, ça a déjà un peu fait flop, hein, et même assez près de nous, puisque par exemple, en termes de stratégie vaccinale, les Chinois et les Russes n'ont pas été solidaires, hein, ont développé leurs propres solutions, en comprenant bien qu'il y avait derrière une stratégie de contrôle et qu'il était hors de question de donner à l'Occident des moyens de contrôle sur leur population à eux. Avec en plus quelques petites semi-dissidences comme ça en Europe centrale où des pays font affaire avec la Russie et la Chine en matière de vaccins, etc. Donc, à mon avis, si vous voulez, franchement, c'est en train d'échouer. Mais le plan, ou du moins la grande fresque pseudo-futurologique, c'était ça, c'est-à-dire cette espèce de mondialisme des blocs régionaux, en réalité tous soumis à Davos, hein, c'est ça l'idéal. Voilà. Alors, il y a quand même une autre phrase qui est sujette à polémique, notamment pour certains secteurs comme la culture et le tourisme. Il est dit qu'un retour à un environnement pré-pandémique est inimaginable dans un avenir proche, on est bien dans l'été 2020 quand cela est dit, et peut-être même après, dans certains cas. Et là, il y a certains qui voient dans cette déclaration la mise en place effective d'une forme de dictature sanitaire dont qu'il faudra accepter. Oui, comment dire, vous avez d'un côté Schwab qui vous explique dès l'été 2020 que 75% des établissements de restauration, etc., ne rouvriront jamais. De l'autre, vous avez des épidémiologistes, des statisticiens, etc., qui vous montrent que non, en fait, on court pas beaucoup plus de risques d'infection de ceci ou de cela dans un restaurant que dans une rame de métro, etc. Et de toute évidence, une partie des gouvernements du monde, et comme par hasard, si vous voulez, les affidés de Davos, notamment le cœur de l'Union européenne, préfèrent croire en la matière Klaus Schwab, qui, je le rappelle, est un ingénieur spécialisé dans l'automatisation, doublé d'un professeur universitaire de management, que des gens comme Ioannidis, Bagdi, Raoult, etc., que des spécialistes de ces matières. Alors, un jour, il faudra peut-être leur demander d'où vient ce choix curieux du type d'expertise auquel ils font confiance pour prendre des décisions, quand même, avec des répercussions sociopolitiques et économiques de premier ordre. Est-ce que la société de technosurveillance qui est souhaitée par Schwab, est-ce que ce n'est pas finalement un point de vue, je lis les journalistes du quotidien Le Monde, c'est le point de vue des complotismes, c'est du fantasme ou diabolisation? Oui, alors ça fait partie de la stratégie de communication de Schwab, c'est-à-dire, et encore, c'était beaucoup plus accentué dans ses ouvrages précédents, comme la 4e révolution industrielle, c'est-à-dire là, il a un peu dilué la formule, parce qu'il fallait aussi un contenu politique. Mais fondamentalement, c'est une sorte d'auteur de science-fiction. C'est-à-dire qu'il adore mettre l'accent sur la technologie, parce que fondamentalement, c'est un progressiste, c'est un marxiste de la branche, on va dire, réformatrice hilferdingienne. Donc, c'est des gens, si vous voulez, qui ont avant tout inspiré, par exemple, la social-démocratie allemande, dont il est finalement issu, hein, en ligne presque directe. Et donc, ce sont des progressistes très typiques pour lesquels, en fait, la technologie, comme dirait Heidegger, la technologie constitue un destin. C'est-à-dire que c'est une idée qui s'est installée, en dépit de démentis des faits qui se produisent souvent, mais que les technologies apparaissent comme ça, un peu comme si un Deus ex machina, si vous voulez, les faisait pleuvoir sur nous. Hein. Il y a des inventions qui se produisent, et puis ensuite, inéluctablement, elles se généralisent, elles se propagent, etc. Et c'est, si vous voulez, un peu comme vous voyez, le vaccin Sputnik vous fait entrer de l'ARN dans un emballage d'adénovirus. La stratégie de Schwab ressemble à ça, c'est-à-dire que en fait, il vous vend un programme politique qui est fondamentalement marxiste. Et il l'enrobe dans cette espèce de pseudo-futurologie à base technologique
Alors ensuite, parmi les lecteurs, évidemment, certains vont être plus sensibles à la question du chip, du microchip. Est-ce qu'on va nous foutre des particules de ceci ou de cela dans le corps? D'autres réagissent plus à donc la question de la surveillance, vidéosurveillance, passeport sanitaire, etc. Il y a un côté supermarché, on fait son choix hein, dans la quincaillerie utopique, si vous voulez, de Schwab. Mais si vous voulez, en dernière pesée, on se rend compte que, quels que soient si vous voulez, les projets de réorganisation technologique de la société qui sont réellement faisables ou que cette oligarchie veut vraiment mener à bien, finalement, le dénominateur commun, ce à quoi ils ne pourront pas refuser, avant tout les gouvernements qui leur sont inféodés ne pourront pas refuser, eh ben, c'est la mise entre parenthèses de la démocratie. Et le vrai programme de la grande réinitialisation, c'est ce qu'on peut déduire de la manière dont il nous présente le fameux trilemme de Roderick, c'est-à-dire on va garder la mondialisation, on va garder l'État-nation, ou du moins une sorte d'enveloppe, vous voyez, les appareils étatiques tels qu'on les connaît, et puis simplement on va se passer de la démocratie, parce que ça devenait gênant, vous voyez, en 2016... vous avez tous ces sans-dents là qui avaient commencé à cause d'Internet à avoir leurs propres idées sur la multiculturalité, que peut-être on pourrait peut-être choisir les populations avec lesquelles on a envie de vivre ou pas, que peut-être on peut avoir sa propre idée de ce qu'est une famille ou ce genre de choses. Bon, ce qui avait débouché sur surtout en 2016, des événements comme le Brexit, comme l'élection de Donald Trump, comme les réactions centre-européennes populaires et populistes à la vague migratoire, etc. Bon, tout ça n'a pas plu à l'oligarchie occidentale, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que ça a été la grosse frayeur. Et puis à ce moment-là, ils ont décidé, ou du moins une partie, si vous voulez, les plus activistes, si vous voulez, sur cette ligne néo-marxiste, on finit par convaincre le gros du club que voilà, ça y est, maintenant, il fallait siffler à la fin de la récré. La démocratie, ça a assez duré, c'est trop dangereux, ça nous mène à la catastrophe. Que eux, évidemment, vont surtout vous présenter comme une catastrophe sanitaire, climatique, etc. Bon, la catastrophe que eux veulent à tout prix éviter, c'est de perdre la main. C'est-à-dire, ce qu'ils veulent, c'est conserver leur pouvoir. Et, à mon avis, le fond du programme, c'est ça. Alors ensuite, qu'ils l'enrobent, si vous voulez, qu'ils mettent plus de microchips sur le glacis du gâteau, ou plus de passeports sanitaires, ou plus d'injections de ceci ou de cela, j'ai presque envie de vous dire, ça revient au même. Là, il y a quand même une grande contradiction dans votre ouvrage. Hein. On voit un homme dont les paroles dites sont celles des maîtres du monde. C'est un terme que j'ai retrouvé dans le Figaro en 2017, le maître des maîtres du monde. Et dans chaque chapitre, par contre, vous vous dites, c'est un boutiquier, il enfile les truismes, les portes ouvertes. Bref, c'est un auteur de science-fiction. Vous venez de le dire à l'instant. Bref, est-ce que c'est le diable ou c'est pas le diable ? Et si c'est un boutiquier, c'est pas grave. Il vend sa cam, il fait son commerce. Oui, moi je le décrirais, si vous voulez, comme le secrétaire général. Donc, si vous repensez dans la famille, on va dire dans la famille marxiste, fondamentalement, il y a eu une grande bifurcation, les léninistes et les non-léninistes. Les non-léninistes, c'était avant tout les austro-marxistes, les gens dont la pensée était principalement résumée par Rudolf Hilferding, etc. Les gens qui ne pensaient pas qu'il faille une révolution violente, une dictature du prolétariat, etc., mais qui, pour le reste, étaient parfaitement d'accord avec les bolcheviks. Bon. Dans cette façon de voir les choses et dans cette mouvance-là, Schwab a, si vous voulez, un peu le rôle qui était celui de Lénine avant la révolution russe. Avant 1917, Lénine, c'était quelqu'un de très écouté, mais c'était pas, si vous voulez, Lénine, combien de divisions même les finances du parti bolchevique, il faut s'en souvenir, c'est pas lui qui les tenait, c'était un certain Litvinov, qui avait des liens lui-même, enfin bon, ça nous mènerait trop loin. Et donc moi, c'est comme ça que je vois Schwab, c'est-à-dire qu'effectivement, à titre personnel, si vous voulez, il n'est pas multimilliardaire comme les gens qui l'influencent,
comme les Gates, les Bezos, etc. À titre institutionnel, on pourrait presque dire qu'il c'est presque un monsieur tout le monde. Pas tout à fait quand même, puisqu'il y a quand même ce détail que je trouve un peu inquiétant, qui est que son Forum économique mondial, enfin bon, c'est lui qui l'a appelé comme ça. Hein. Moi, je peux aussi, aujourd'hui, dans mon village suédois, former une association et appeler ça l'amicale mondiale bon, voilà. Et elle a quand même un partenariat avec l'ONU. Alors là, déjà, je trouve ça vous voyez, c'est comme quand on apprend que Bill Gates finance, je crois, à hauteur de plus de 40% ou un truc comme ça, l'OMS. Alors, du coup, mais attendez, c'est pas là, en revanche, c'est bien un truc interétatique, intergouvernemental. C'est institutionnel. Alors, que vient faire exactement à l'ONU le Forum économique mondial de Klaus Schwab? Là, il y a quand même une question. Mais en faisant abstraction de ça, c'est vrai que finalement, bon, ben voilà, si vous voulez, c'est un théoréticien, philanthrope, auteur de science-fiction, si vous voulez, suisse, qui donne son avis. Alors simplement, il le donne dans le cadre d'un forum où, très généralement, annuellement maintenant et depuis des décennies, à une date fixe, vous retrouvez, disons, le plus gros du capital financier occidental. On va inviter les téléspectateurs à se procurer cet ouvrage, Le magicien de Davos, vérité et mensonge de la grande réinitialisation. Une fois pour toutes, vous ne croyez pas, comme le dit Klaus Schwab, à une seule voie qui nous mènera vers un monde meilleur. Vous êtes ça, c'est une citation de Schwab qu'on a décidé avec l'éditeur de mettre en exergue non seulement du texte, mais même sur la couverture, parce qu'effectivement, je pense qu'elle résume sa pensée et la dangerosité de sa pensée, parce que ce livre est un signal d'alarme. Attention, ces gens-là sont sincères, d'où le sous-titre, Vérité et mensonge. Pour moi, fondamentalement, ces gens-là sont sincères. Et c'est une forme de démence. Alors malheureusement, pas de démence, si vous voulez, ordinaire, psychotique, etc. Ils sont cultivés, intelligents, organisés, etc. Simplement, ils ont une vision de l'homme, de l'histoire, etc. qui, à mon avis, est aberrante et démente, et ils nous mènent à la catastrophe. Merci Modeste Schwartz. On retrouve cet ouvrage en vente sur la librairie de TV Liberté, sur le site tvliberté.com. Merci beaucoup de nous avoir répondu de l'étranger par le mode Skype. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt.